Dans la leçon précédente, nous avons indiqué que la dernière étape de la résolution d'un nom de domaine consistait à interroger un serveur DNS primaire de sorte à récupérer l'adresse IP correspondante au nom d'hôte en question. Nous avons illustré donc cette procédure ici. Vous voyez à gauche du serveur la demande IP qui est envoyée, je vous le rappelle, par le serveur DNS récursif. Il demande donc l'adresse IP du nom d'hôte www.eleform.com et vous voyez que dans cette table des enregistrements de la zone, pour chaque nom d'hôte correspond une adresse IP. À savoir ici, c'est l'adresse IP 213.34.45.7 qui sera renvoyée donc au serveur DNS récursif qui a initié la requête. Cette table des zones contient les différents paramètres des noms d'hôtes. Nous verrons dans le slide suivant qu'elle contient aussi d'autres informations que nous allons détailler. Nous pouvons aussi constater sur la partie droite de cet écran qu'il y a aussi des informations communes au domaine. Donc ces informations s'appellent les enregistrements SOA. Nous détaillerons aussi toutes ces informations qui sont en général numériques, dans un slide de cette même leçon. Revenons donc à notre table des enregistrements DNS et essayons de l'analyser. En haut de cette table, nous avons deux adresses, donc eleform.com, ensuite NS et l'adresse d'un nom de domaine, donc ns0.gandhi.net. Cette première adresse correspond à l'identification du serveur primaire, à savoir le serveur sur lequel nous nous trouvons actuellement, puisque nous sommes en train d'étudier les tables qui se trouvent sur le serveur primaire de la zone. La deuxième adresse correspond au serveur secondaire de cette zone. Nous avons parlé tout à l'heure dans la leçon précédente que pour éviter des problèmes liés à un dysfonctionnement du serveur primaire, il y avait donc un serveur secondaire qui faisait office de serveur de secours. C'est à cet endroit que sera indiquée l'adresse du serveur secondaire. Ensuite, la troisième ligne de cette table précise l'adresse du serveur de courrier qui va gérer les différents mails de notre nom de domaine eleform.com. Vous voyez que cette ligne indique eleform.com, IN qui est un mot-clé, MX qui indique justement qu'il s'agit cette fois du serveur de courrier, 10 qui indique un niveau de priorité, c'est-à-dire qu'on peut très bien en fin de compte créer plusieurs lignes de ce même type en mettant différentes priorités au cas encore une fois où un serveur de courrier serait défaillant. On pourrait se référer à un autre serveur de courrier dont la priorité serait moindre. Enfin, la dernière partie de cette table, la correspondance entre les différents noms d'hôtes programmés pour ce domaine, à savoir ici nous avons 3W, blog, VOD, et nous associons donc à chaque nom d'hôte soit une adresse IP, comme c'est le cas sur les deux premières lignes, par exemple la première ligne www.eleform.com, IN, donc le mot-clé A qui veut dire que c'est une entrée qui va associer donc une adresse IP, et ensuite l'adresse IP correspondant à ce nom d'hôte. C'est le cas aussi de la seconde ligne où il s'agit du sous-domaine blog. Et enfin, nous avons une autre présentation possible de cette correspondance qui est la troisième ligne de cette partie où nous avons par exemple vod.eleform.com, IN, cname, et ensuite nous avons derrière ça un nom de domaine. Cette seconde syntaxe permet d'indiquer cette fois non pas une adresse IP précise, mais un nom de domaine qui doit donc déjà être associé à son adresse IP. Remarquez que le nom de domaine associé, en l'occurrence ici vodpro.com, est suivi d'un petit point. Nous verrons par la suite dans la programmation, dans le TP qui sera associé à cette leçon, qu'il est important de respecter cette syntaxe, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans tous les noms de domaine qui sont sur la partie gauche de cette table, où il faut toujours indiquer un petit point à la fin du nom de domaine que vous allez programmer dans cette table. Après l'analyse de cette table des zones, je vous propose de passer en revue les principaux enregistrements DNS que vous pouvez utiliser. Le premier mot-clé que vous pouvez utiliser, le clé A, qui veut dire Address Record,
qui indique donc la correspondance entre un nom d'hôte et une adresse IPv4 en l'occurrence. Si vous avez par la suite à gérer des adresses IPv6, il ne s'agira à ce moment-là plus de A, mais de 3A, c'est AAA. Ensuite, un autre enregistrement possible, c'est l'alias dont je vous parlais tout à l'heure, donc CNAME, qui permet de déclarer cette fois la correspondance entre un nom d'hôte et un autre nom de domaine qui, lui, doit correspondre à une adresse IP préalablement configurée. Nous avons ensuite l'enregistrement MX, dont nous avons parlé tout à l'heure donc pour la déclaration des mails. Cet enregistrement MX permet de déclarer le serveur de courrier du domaine. MX est donc, comme je l'avais indiqué aussi précédemment, associé à un indice de priorité, c'est-à-dire que l'indice le plus faible sera le plus prioritaire, et vous pouvez ainsi déclarer plusieurs serveurs de courrier en cas de déficience de l'un d'entre eux. L'enregistrement DNS de type NS, pour Name Server Record, permet de déclarer les serveurs DNS primaires et secondaires du domaine. Nous avons vu l'utilité du serveur DNS secondaire permet de se substituer au primaire en cas de défaillance du serveur DNS primaire. Enfin, un autre enregistrement qui n'était pas présent dans cette table, cet enregistrement PTR permet à partir d'une adresse IP de retrouver le nom d'hôte correspondant. Nous allons maintenant analyser les informations SOA. Je vous rappelle que les informations SOA sont les informations globales associées à la zone du domaine. La première ligne de cette zone d'information est le rappel du serveur DNS primaire. En l'occurrence, donc, il s'agit du ns0.gandhi.net. Nous avons ensuite la déclaration de l'email du contact en charge du domaine. En général, donc, c'est un hostmaster. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que l'arrobase du mail traditionnel est remplacé pour la syntaxe de ce type d'enregistrement. En l'occurrence, nous aurons hostmaster.eleform.com correspondant donc à hostmaster@eleform.com. Le premier paramètre de cette zone, nommé serial, correspond à un numéro de la version pour la zone. Ce numéro sera par la suite incrémenté à chaque mise à jour du serveur primaire. À noter que lors des différentes requêtes du serveur secondaire vers le serveur primaire pour des mises à jour, le serveur secondaire s'appuiera sur le numéro de cette version en le comparant avec le sien, et si ce numéro a été incrémenté, le serveur secondaire donc copiera toutes les informations du serveur primaire dans ces tables de sorte à les mettre à jour. Le second paramètre, refresh, indique la période en secondes entre deux requêtes de mise à jour du serveur secondaire. Le troisième paramètre, retry, permet d'indiquer aussi en secondes le temps d'attente entre deux requêtes de mise à jour successives si la précédente requête a échoué. Le paramètre expire indique, toujours en secondes, le temps au terme duquel la zone sera considérée comme invalide en cas d'échec de plusieurs requêtes de mise à jour initiées par le serveur DNS secondaire vers le serveur DNS primaire. Enfin, le paramètre TTL indique la durée de vie minimum pendant laquelle seront conservées les informations dans les caches. En effet, pour éviter de solliciter trop souvent les serveurs de DNS, des informations relatives au nom de domaine sont conservées dans des serveurs proxy qui sont en général couplés avec le serveur passerelle des intranets par exemple, ou répartis à différents points stratégiques sur Internet. À noter enfin que un TTL spécifique à chaque enregistrement, donc dans la table précédente que nous avons analysée, est configuré lors de la création de chaque enregistrement. Donc ici, le TTL de la zone SOA est un TTL minimum, mais on peut donc personnaliser le TTL de chaque enregistrement pour lui donner donc un TTL supérieur à cette valeur.
Comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, les serveurs primaires seront sauvegardés de manière périodique sur un serveur secondaire. Cette phase de mise à jour, cette procédure de mise à jour s'appelle le transfert de zone. Ainsi, si le numéro de version, donc le paramètre serial dont nous avons parlé précédemment, de la zone a changé lorsque le serveur secondaire envoie une requête de mise à jour, les nouvelles données du serveur primaire seront alors recopiées sur le serveur DNS secondaire. Il faut savoir enfin que lorsque vous modifiez les paramètres d'un serveur DNS, il y aura un temps de propagation de sorte à ce que toutes ces informations soient disponibles sur tous les points d'accès d'Internet. Ce temps de propagation est lié donc au fait que des informations de l'ancienne configuration peuvent être mémorisées dans des serveurs de cache. Il faudra donc attendre que le TTL paramétré pour chaque enregistrement soit écoulé pour que la nouvelle configuration de la zone soit active en tout point du réseau Internet. Le TTL typique programmé pour un enregistrement est de 3 heures, soit en secondes 10 800 secondes. Cette information pouvant évidemment être différente d'un serveur à l'autre, il faut compter environ une journée pour que toutes les informations de la zone soient disponibles en tous les points d'accès d'Internet.